Qu'on la remonte de la rue de la Belle de Mai au rideau de commerce baissé, à la rue Guibal, celle des archives municipales, du pôle média de la Friche et du futur centre de conservation et des ressources du musée Le Mucem, la rue Clovis-Hugues nous émeut et nous instruit par notre histoire. À la fois atypique, attachante, elle est pleine de contrastes. Moi j'aime beaucoup cette rue, elle est... je trouve, déjà c'est une des rues les plus longues de la Belle de Mai. Moi j'aime beaucoup parce qu'en bas c'est assez animé, il y a pas mal de gens, des jeunes, des bars, c'est un peu le bordel quoi. Et par contre tout en haut dans la même rue, ça n'a rien à voir quoi. Il y a les archives ici, il y a le musée qui est en train de se construire. Et donc elle est assez particulière pour ça cette rue quoi. C'est un peu les deux facettes de la Belle de Mai je trouve. Elle concrétise deux mondes et ce nom, Clovis-Hugues, composé de deux prénoms, est l'emblème de ces deux mondes. Il fut un poète et un homme politique. Né dans une famille pauvre en 1851, il décédera à l'âge de 56 ans à Paris. La famille vient s'installer à Marseille et le jeune Clovis-Hugues s'engage adolescent dans la commune de Marseille, période occultée et pourtant décisive dans l'histoire de France. Le 2 mai 1871, Clovis-Hugues est arrêté et condamné à 4 ans de prison. C'est dans ces prisons qu'il écrira ses plus belles poésies. La Petite Muse est publiée en 1876. En 1877, il se marie avec Jeanne Royanaise et en 1879, il participe au Congrès ouvrier de Marseille où il adhère aux résolutions collectivistes majoritaires. Il déclare que, je le cite, « L'Internationale a été la plus grande pensée du XIXe siècle ». Le quartier est au premier rang des luttes syndicales et sociales. Clovis-Hugues devient maire de la Belle de Mai et il est élu député en 1881. Il dit « Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. » Jean-Claude Izot, Michel Barbe et Roger Vigneault, historiens marseillais de la commune de Marseille, relatent cette belle page d'histoire. Après ces lectures aux archives municipales, je remarque sur un mur, en descendant la rue, des impacts de balles. Ce sont les Allemands qui visaient l'appartement d'un résistant, nous précise Maurice Attia, féru d'histoire et militant politique. Il est particulièrement attaché à sa rue. Il habite cet immeuble depuis plus de 30 ans. Moi, je suis arrivé il y a une trentaine d'années maintenant sur la rue Clovis-Hugues, mais mon beau-père était natif de la Belle de Mai, et donc m'a raconté quelques anecdotes concernant la rue Clovis-Hugues, en l'occurrence quelques anecdotes à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale en 1944, où la résurrection marseillaise se faisait entendre, et où des résistants étaient venus s'abriter dans l'immeuble à côté, au 16 de la rue Clovis-Hugues. Et on peut voir sur le pignon de la rue, sur le côté de l'immeuble, des impacts de balles tirées par les Allemands pour essayer d'atteindre ce résistant sur le balcon de l'immeuble voisin. Donc effectivement, ça amène encore un peu plus de force à l'histoire de la rue Clovis-Hugues. Je suis né là, je suis né en 1976 et j'habite au 74, mais j'ai vu évoluer la rue, c'était une rue très très commerçante.
arpentée quand la manufacture des tabacs était en fonction par les cigarières qui descendaient le soir. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle la rue Bleue, avant de s'appeler rue Clovis-Hugues. D'ailleurs, il y a encore une plaque là-haut, je ne sais pas si elle y est toujours, il y a écrit rue Bleue, parce qu'elles étaient habillées en bleu, et quand elles descendaient, ça faisait une horde bleue qui dévalait la rue Clovis-Hugues. Après, bon, j'ai connu l'occupation, c'est-à-dire que les Allemands étaient garés en haut aux casernes et descendaient la rue en chantant. Et il y avait des pavés, donc ça faisait un bruit terrible, mais toute la rue Belle de Mai, la rue Clovis-Hugues avait décidé de fermer les volets quand ils descendaient. Voilà, donc puis après ça a évolué, les commerces ont commencé à fermer petit à petit, et maintenant c'est le désert complet. C'était une rue qui vivait, hein. C'était la plus vivante du quartier par rapport à la rue Belle de Mai, oui, mais c'était la rue Clovis-Hugues quand même qui vivait le plus. Nous sommes ici devant la plus vieille devanture de la rue Clovis-Hugues, c'est-à-dire que quand j'avais 6 ans, ça existait déjà. C'était une épicerie fine, beurre et fromage, charcuterie qui venait des Alpes, tenue par Madame Galli. Mais le bois que l'on voit, c'est le bois de l'ancienne devanture qui date donc de 1932, 33 ou 34. Hein. La rue foisonnante s'étiole au rythme des fermetures d'usines et de la précarité grandissante dans le quartier. La manufacture des tabacs ferme en 1960. Les commerces au royaume de la Chantilly, la boucherie, les épiceries ferment eux aussi. Et la rue Périclite. Parmi les irréductibles de la rue qui résistent aux fermetures, l'ancienne imprimerie, aujourd'hui maison d'édition, Vis-à-vis. On n'est pas une imprimerie, on est une maison d'édition. Et en parallèle à cette fonction, on s'est doté de toute la chaîne de fabrication. Donc on a du patrimoine industriel, d'impression. On a un ensemble de presses et machines qui ne sont pas du tout dans un but muséal. Donc on s'en sert, elles sont en activité. On s'en sert avec des artistes qui viennent en résidence ou on s'en sert pour faire nos propres ouvrages. Et également, quand on reçoit des classes avec qui on fait souvent des livres, les élèves participent à certaines étapes de fabrication sur ces machines. Donc ils s'initient à des savoir-faire qui sont patrimoniaux, mais toujours d'actualité pour les artistes, parce que par exemple la sérigraphie, ça a beau être une technique qui a plus de 3000 ans, elle est toujours utilisée de nos jours. Et entre autres, on a également gardé certaines presses et machines qui proviennent de l'ancienne imprimerie de la Belle de Mai. Ici, vous avez un massicot qui nous sert à couper tous nos papiers et qui a exactement 112 ans. Hein. C'est un véritable massicot du nom de son inventeur, Monsieur Massicot. Voilà. Et dans la première salle, vous avez une presse lithographique, vous avez une presse de serrage, vous avez une petite presse anglaise de 1845. Enfin, il y a un ensemble assez important de presses. Malgré tout, aujourd'hui, les trottoirs du bas de la rue continuent à s'animer, grâce notamment aux 2 bars qui se font face. Il y a une ambiance de quartier, c'est un petit bar de quartier avec des gens simples, des ouvriers, des RMistes. Voilà. On n'est pas dans une grande brasserie sur le Vieux-Port ni sur le Prado ici. C'est que des voisins, c'est que des amis, les gens du travail, des travailleurs font connaissance. Et comme ici, c'est beaucoup de système D, donc le maçon peut rendre service à un plombier chez lui. Et voilà quoi, c'est l'entraide et c'est ça qui fait que je suis toujours ouvert et ça permet toujours de rendre vivant un peu la rue. Je vais faire mon tiercé en face, je bois mon café en face aussi, avant d'ouvrir ici. Je descends acheter le pain à ma boulangerie. Je prends mes médicaments à la pharmacienne vient boire son café. On est quand même assez reliés entre nous. Michel Caratini, client retraité du bar PMU Le Fontenoy, a joué dans les films Le Château de ma mère et Borsalino. C'est un quartier très bien. Hein? Très bien, c'est habité par des Corses, des Italiens, des Maghrébins et on s'entend bien. Moi je suis pas un vrai corse, je suis un pizzoutou comme on dit. Oui, oui. Hein? Et
Ma femme, elle est italienne, d'origine italienne. Oui. Mon arrière-petit-fils, il est marocain. Oui. Voilà. Et je suis un vrai méridional. Oui. Voilà, une belle définition. Voilà. Tiens la noisette. Depuis les vagues migratoires d'Italiens du XIXe siècle, d'autres migrants du Maghreb, d'Europe centrale ou des Comores font la population de la rue. L'association sociale Action Solidarité de Marseille, au numéro 68, issue de l'immigration comorienne, accueille le public précaire de ce quartier et des quartiers nord. Être implanté sur la rue Clovis-Hugues, rue qui est vraiment fréquentée, c'est un côté positif. C'est un côté positif pour l'association parce que les gens, c'est vrai, par curiosité, ils passent et demandent alors mais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez, est-ce que vous êtes une association culturelle, est-ce que vous recevez des enfants? Et du coup, les gens ils sont un peu intrigués, ils viennent et là, c'est l'opportunité pour nous de leur présenter que oui, on est là pour les habitants, c'est un service de proximité. Et que vous pouvez venir là pour telle et telle autre démarche. Elle est assez typée quand même comorienne dans la représentation des gens, dans la représentation des habitants du 3e arrondissement et notamment de la rue Clovis-Hugues. C'est une association qui est typée quand même comorienne parce qu'à la base, elle a été faite par des populations issues de l'immigration comorienne, mais on tend de plus en plus à changer cette représentation et faire en sorte que c'est une association qui est ouverte vraiment à toutes les personnes et qu'elles sont vraiment les bienvenues à l'association. Les commerces à côté nous ont quand même identifiés parce qu'on a de bonnes relations et on les implique parfois aussi dans la vie de l'association. C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un exemple, le 1er décembre, donc la journée mondiale de lutte contre le sida, on a créé une sorte de partenariat qui a été temporaire avec le café d'en bas, où on est parti voir le gérant, où on lui a demandé si on pouvait, s'il pouvait être avec nous et si on pouvait, par exemple, distribuer des outils de prévention au sein du tabac et si on pouvait aller voir les personnes pour leur expliquer ou leur donner des informations liées à la prévention. Donc petit à petit, comme ça, on mène des actions auprès des commerces pour les intégrer dans la vie de l'association et qui fait que ça créera une dynamique dans le quartier. Au 69, la Croix-Rouge française distribue à ses familles une aide alimentaire et leur ouvre son vestiaire. Un peu plus haut, les petits frères des pauvres organisent animations et voyages aux seniors du quartier. Les associations sociales accompagnent ces populations dans la difficulté, mais ne peuvent pas remplacer les indispensables services publics qui déclinent. Dans la rue Clovis-Hugues, plusieurs immeubles sont en péril, les façades sont vétustes et certains appartements sont insalubres ou ne sont pas décents. Un aménagement du croisement de la rue Clovis-Hugues et de la rue Bernard a été fait, créant un espace public, une aubaine pour le café du coin. Mais en revanche, le terrain d'en face, aménagé, lui, par des jeunes du quartier pour accueillir des manifestations culturelles et des rendez-vous conviviaux, est toujours laissé à l'abandon. Pourtant, l'araignée est toujours prête à tisser du lien entre les habitants de la rue Clovis-Hugues. Une rue qui mérite d'être visitée ou revisitée en levant la tête pour mieux la découvrir et en allant à la rencontre de ses habitants. Et pour conclure le portrait de cette rue, quoi de plus naturel qu'un poème de Clovis-Hugues. Tout à l'heure, lorsque mordu par le froid, les yeux gros de larmes, je suis en gare descendu. Entre mes deux braves gendarmes, j'ai remarqué sur le trottoir une toute petite femme qui m'aura pris, sans le savoir, tout ce qui me chante dans l'âme. L'œil clair, le minois engageant, avec un air de bébé pâle, elle était devant moi, songeant à côté d'une grande malle. Tout vibrant de jolis accords, les étoffes ont leur musique. Un manteau sur son petit corps déroulait ses plis magnétiques. Fraîche, pas plus haute que ça,
chère vision, rêve blanc. Ange apparut dans mon martyre et l'allure coquette et vive. Je ne sais ce qui se passa, mais elle me sourit, pensive. Je lui répondis en mêlant un baiser vague à mon sourire. Les gendarmes ne voyaient rien. Leurs passions sont émoussées. Moi, je rêvais. J'étais si bien, seule à seule avec mes pensées.